Bon midi et bienvenue à l'émission L'invité du midi. Merci de votre fidélité à cet espace, à cette émission. Que font les écrivains en temps de crise? Au cours des 3 dernières années, en Haïti, on a connu des crises à répétition. Nous sommes passés du pays LOC pour entrer directement dans la crise sanitaire du coronavirus et replonger très rapidement dans une crise constitutionnelle où le président haïtien a été assassiné. Donc, que fait un écrivain en temps de crise? Comment dire les choses en temps de crise? On dit souvent que l'écrivain est nécessairement le témoin de son temps. Une situation de crise est-elle pour l'écrivain une sorte de baby-boom littéraire, où l'écrivain, qui est aussi citoyen de sa cité, doit prendre son bâton de pèlerin pour participer à la résolution de la crise? Ou encore, doit-on considérer cette période comme une occasion de prendre des vacances, de lire certains ouvrages ou tout simplement de profiter de la vie? En Haïti, plus qu'ailleurs, les artistes en général et les écrivains en particulier ont la responsabilité de participer à la vie et à la résolution des problèmes que confrontent ses concitoyens. En effet, en temps de crise, on l'incite même à prendre la parole et parfois on va même jusqu'à l'injurier s'il ne se manifeste pas. Un écrivain haïtien ne peut-il qu'être engagé, c'est-à-dire défendre les intérêts des opprimés et des plus pauvres et être proche du peuple. Gary Victor, écrivain à succès, comme en Haïti comme à l'étranger, est notre invité pour ce midi. Avec lui, nous allons débattre de ce sujet. Bonsoir Gary et bienvenue à l'invité du midi. Et bonsoir Samy. Ça va? Bon. N'abkembe comme. Ou bien comme on dit, n'a boulé? Bon, nous là, on tient. Donc, on survit. Non, j'aime pas le verbe survivre. On vit quand même. On vit difficilement. Oui. Donc on ne survit pas. Non. Pour moi, la survie, c'est la négation de la vie. Il faut parfois survivre. On est parfois obligé de survivre. Mais pour moi, dans la survie, forcément, à un certain moment, il y a la négation de l'humain dans la survie. C'est une question qui est toujours problématique pour Haïtiens. Déjà, la réalité haïtienne devient automatiquement problématique, même dès le bonjour. Oui, Haïtien, bonjour, on est le cavalier. Absolument. On a boulé, oui. Et on a pluté. Exactement, donc, parce que dès qu'on lui pose la question, on le ramène à sa situation. La kembe, exactement. La bataille. Oui. Donc, ce sont pratiquement un champ lexical qui est lié à la lutte, ou dit nous pas d'accord à la survie, mais au fait que lui montrer dès l'abord que le pays a un véritable malaise. Oui, il est effectivement dans la survie. On le force à être dans la survie, au jour le jour. Donc, imaginez que c'est difficile pour des citoyens, entre guillemets, comme des gens qui habitent dans une zone qui est les matissants, qui sont obligés de quitter la caillou, de réfugier dans leur propre pays, comme des gens supposés qui ont du mal pour quoi des bouquets ou bien pour passer dans la zone. En plus, la zone dans le pays, c'est pratiquement, et mettez-nous dans l'étau, je suppose que les gens sont difficiles pour concevoir la journée, pour projeter dans l'avenir. C'est l'une des plus graves conséquences de cette crise, c'est cette incapacité à se projeter dans l'avenir qu'il y a dans notre réalité. Mais pour écrivain, nous avons besoin qu'on ait Gary, comme son écrivain, on va dire comment écrivain vivre le moment ça. Bon, m'a parlé pour moi. Mais bien sûr. Bon, moi-même, en plusieurs fois, vivre le moment de crise. Ça, par exemple, par exemple, mon moment de crise qui était marqué en pile, c'était coup d'État contre Maninga, par exemple. Et l'autre moment qui était marqué en pile, le moment de crise, c'était pendant l'époque Zinglendo, soit avril, soit Prosper Avril. Pour moi, c'est surtout à partir de ce moment que la situation sécuritaire pays a commencé à dégringoler pour une vitesse grand V.
vivre situation ça tout pendant le coup d'État 91 ans contre Aristide. Donc, dans le moment de crise, ça, où on bagaille dans exposé de débat là, c'est certainement pas un moment pour l'écrivain de prendre ses vacances, de lire, parce que dans le moment de crise, ça, premièrement, on choqué. Forcément, on choqué. Et forcément, tout, c'est que ouais, on bagaille qui arrive côté prévoir. Et moi-même, toujours dans une situation que côté me prévoit, mais ça que tu as arrivé, parce que si on appelle par exemple texte, m'a écrit depuis les années 80, je toujours dit que Jean Pays ça a dirigé, niveau monde qui a dirigé le pays, niveau éducatif, que, bon, ce que le système éducatif donne, c'est le output du système éducatif en Haïti. Papa m'a toujours dit, papa était professeur dans les années 80. Avant de mourir, M. dit, Gary, pour ce qu'il voit comme production, ce que le système éducatif produit, je dis dans 20-30 ans, c'est les gens qui prennent dans tel pays, heureusement le pape là encore. Donc tu vois, premièrement, c'est le choc de voir se matérialiser tes pires cauchemars. Et puis ensuite, tu as 2004. C'est le sentiment d'impuissance que cela donne. Exactement, le sentiment d'impuissance. Ça veut dire que ou mais ou pas qu'à empêcher, qui joue qu'à empêcher. Bien sûr, tu en parles dans tes romans, dans tes nouvelles, dans tes conférences, tu en parles. Tu essaies ou essayer de secouer moun parfois, ou essayer de réveiller moun. Et puis ouais bagay là rivé, bah la marcher sur et puis ça va arriver sur. Par exemple, dans plusieurs éditoriaux, m'était toujours à tirer sur les dames sur la possibilité de la somalisation du pays, et la possibilité que les gangs prennent le contrôle de plusieurs quartiers, de plusieurs zones, mais écrit plusieurs textes qui est comme ça. Et pour en arriver, tu es impuissant et ou toujours à parler par exemple de problème de la non-gouvernance de ce pays. Moi-même, je fais référence à un roman de Graham Greene, Les Comédiens. Je pense que Graham Greene était très léger dans son roman. Parce qu'en fait, on a toujours eu des comédiens à diriger ce pays. Des gens qui font semblant d'être président, premier ministre. Parce qu'en fait, on est là pour faire quelque chose, comme on est président, premier ministre, ministre. Mais finalement, on est là pourquoi? Dans ce pays, on sait pourquoi les gens veulent être à ces postes. Certainement pas pour servir. C'est pas pour ça du tout. Surtout pour se servir. Hein? Surtout pour se servir. Donc en fait, ils sont en train de jouer un rôle. Ils ont joué un rôle. Ce sont des comédiens. Entre ce qu'ils disent et la réalité de leurs désirs. On n'a qu'à voir par exemple des hauts fonctionnaires qui arrivent à l'étranger, il a posé aux questions des entrevues d'un Premier ministre et tu vois ce qu'ils disent n'a rien à voir avec la réalité de ce pays. La réalité, elle est quoi? Ce que vivent les citoyens au quotidien, ce que je vis moi au quotidien. Et c'est là que je reviens à moi comme écrivain, parce que moi, je suis dans ce quotidien. Il y a plein de gens qui pensent être en dehors de ce quotidien, par rapport au quartier qu'ils habitent, par rapport à la belle petite voiture qu'ils roulent, par rapport à leurs petits besoins qui sont satisfaits. On pense qu'on est en dehors de cette réalité. Je me rappelle, il y a déjà quelques temps, Yannick Tefontex sur la logique des bulles. Oui, là, exactement, mais c'est justement, moi, ça m'a toujours frappé pour voir comment nous, en Haïti, on est capable de construire des bulles. Je sais aller chez des amis qui habitent dans des quartiers dits UP. Nèg nan rete non belle tikaille, li gon belle mur, mais des murs, ça gagne. On ravine, on bidonville, etc. Donc, on se construit des bulles. Et puis, s'il y a par exemple 3 bulles, on petit quartier gagne 5-6 bulles, chaque nèg gon zam la kali dit ah rien pas qu'arriver. Pour nous entendre un bruit, yon nèg a tiré beau, l'autre a tiré, on est en sécurité. Donc c'est cette tu vois, donc c'est ce refus de la réalité. Parce que cette réalité est quoi? On ne peut pas arrêter de fermer la caillou, c'est pour mettre gasoline dans l'auto, c'est pour aller dans la maquette, c'est pour aller manger, c'est pour aller à la banque. Même si pour partir, c'est pour prendre route pour aller dans l'aéroport, c'est pour prendre route pour aller sous frontière. Donc en fait, nous, on est dans cette réalité, mais il y a plein de gens
qui refusent de voir cette réalité. Mais moi, comme écrivain, j'ai toujours été dans cette réalité. Donc, d'ailleurs, vous c'est un écrivain établi dans un pays qui habitait encore un quartier populaire. Oui, j'habite dans un quartier populaire et souvent, il y a plein de monde qu'on a regardé de drôle. Qui ont fait? Ah, Gary Victor, et l'arrêté. tu vois, ils sont un petit peu comme si j'étais un phénomène, tu vois, parce que j'aurais pas dû être là. Oui. Parce que le concept de mobilité sociale, ça veut dire que vous êtes dans un quartier dit populaire, dès qu'on commence à monter, c'est pour changer. C'est des gens qui ont une situation là, ou bien un petit peu exactement. Plus pour que vous quittez la zone là. Ou même malgré ça. Ils oublient les zones là. Ils oublient les zones là, mais sauf que ces zones, ils continuent à vivre. Il y a plein de jeunes qui là, qui partent à l'école, ou bien qui finissent par un travail, etc. Donc ces zones vivent, ils ont leur propre logique. Donc quand tu abandonnes ces zones, avec plein de gens qui ont énormément de besoins, plein de jeunes qui veulent travailler, qui veulent aller à l'école, qui n'ont aucun avenir devant eux, il y a plein de jeunes qui souvent, ils ont une certaine morale, ils ont des parents, ils ont des familles, religion, mais ils ont pile tout. Ils prennent dans mauvaise affaire parce que quand le vote crie famine, eh bien, ça, mon nom, il pour le faire. Et je crois que c'est là le grand problème de ce pays. Et moi, je pense que, au moins, je me suis engagé dans mon écriture en dénonçant, je pourrais dire, ce refus de comprendre cette réalité, en dénonçant ce mépris qu'on a. Ce mépris du populaire. Ce mépris du populaire. Parce que moi, je pense que tout ce qu'on vit actuellement, c'est ce mépris du populaire. Le plus grave, c'est que même celui qui vient de ces zones-là populaires cultive également ce mépris du populaire. On oublie. Moi, par exemple... C'est comme Bourdieu t'a dit, ils ont intégré propre instrument de domination par des habitudes, par des réflexes. Exactement. Moi, par exemple, pour moi, le cas de Martissa est symptomatique. Depuis des années, on voyait venir le problème de Martissa. Mais sauf que je parle à des amis qui habitent dans d'autres quartiers, entre guillemets, de la haute, pour eux, on a l'impression que il y a une frontière. Au-delà de cette frontière, par contre, côté frontière à tracer, est-ce que c'est Grand Rue, est-ce que c'est Rue Capois, est-ce que c'est Avenue Christophe, mais après, c'est Bourdon, oui. C'est quand quoi après Matissan, c'est bête. Non, c'est quand quoi après Matissan, c'est bête qui était. Pas de monde. Les gens qui disent pas descendre plus bas que Musso. Non, pas descendre plus bas. Alors, quand je dis par exemple à certains, mais écoutez, quand tu quittes Matissan, tu arrives à Fontamara, tu arrives à Dikini, tu arrives à Thor, tu arrives à je ne sais pas, à Côte-Plage. Mais il y a des quartiers qui sont aussi beaux que les quartiers de Delma, que les quartiers de... Oui, bien sûr. Carrefour, c'était d'ailleurs... Exactement. Donc, ça veut dire que il y a... J'ai l'impression que dans ce pays, les jeunes... Carrefour, c'est une rare côté, si on voulait faire expérimenter un projet de logement social. Absolument. Car je n'ai plus l'espace pour faire logement là. Absolument. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas qu'ils font partie de pays. Parce que si vous permettez, Carrefour, et moi je suis né, grandi, et une partie de mon enfance à Carrefour, nous avons l'impression que Carrefour c'est bois route là. Oui, exactement. Alors que Carrefour, c'est bois route là. 13 sections communales, exactement. Y compris un quartier. Donc, vous avez Taillefer, vous avez des gants, vous avez toutes les rivières froides montées, Carrefour baille sous Thomasin en l'air, il baille sous Jacmel, tout. Normalement. Donc, et puis encore... Tout en bas, Mont Saint-Roch, c'est beaucoup d'espace, Carrefour. Et puis encore, je n'arrive pas à comprendre comment les gens ne saisissent pas l'importance de ce qui arrive. C'est très important. Parce que quand même, c'est une voie de communication qui dessert 4 départements et demi, la moitié du pays. Alors, comment se fait-il qu'un État, je ne dirais même pas un État, qu'une société accepte que sur 2 kilomètres, on coupe le pays en deux?
Et comme tu disais, ça aurait dû interpeller des entrepreneurs, tous les entrepreneurs, parce qu'il y a plein de gens qui investissent au CAI, de la Grand'Anse, dans le sud-est, etc. Il y a plein de gens dans l'ouest qui investissent, bah, il y a un flux de marchandises. Où sont tous ces entrepreneurs qui font de l'argent et forcément qui en perdent quand cette route est bloquée? Donc, alors on se demande finalement, est-ce que ces gens vivaient effectivement de leur commerce? Oui. Parce que quand même, quand des entrepreneurs perdent de l'argent, ils se mettent ensemble pour dire à l'État, il faut faire quelque chose. Bien sûr, on n'est pas capable de tolérer que la route l'a bloqué aussi longtemps parce que quand même, c'est commerciaux, c'est business qui t'a pas le payer et c'est l'argent qui t'a pas le perdu. Une bagarre entrepreneur et qui respecte tête, il pas supporté, c'est perdu l'argent. Exactement. Donc l'État a tout lui-même, tout les percevoir des taxes sur entrepreneurs ça, l'État a tout a perdu l'argent et une bagarre l'État pas rien pour le tolérer, c'est perdu l'argent parce que il a besoin d'argent pour le bail service à la population. C'est que ni l'État entre guillemets ou peut-être ça ne doit dire ceux qui en restent. Hein? Ceux qui en restent. S'il en reste. L'État s'en fout pas mal. Ni de Mounio, ni de entrepreneurs, ni de pays. Hein? Donc, seul bagage où il a occupé, il a fait politique, il a fait accord, il a fait interview tout partout. Mais en réalité, il ne va pas attaquer avec problème Mounio réellement vrai. Mais on l'autre part, ça prouve nous tout que entrepreneurs, ce n'est pas dans le commerce véritable, ce n'est pas dans le business véritable qu'on fait l'argent. Non, c'est clair. Il y a des entrepreneurs pratiquement qui fait l'argent dans la raquette, qui fait l'argent dans la rente dans le pays. Ça. Parce que sinon, on a perdu un paquet d'argent. Oui, absolument. Sinon on n'aurait pas eu ces types de gouvernements qui ne font absolument rien. Parce que quand même, finalement, un politicien, ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est finalement? Ça veut dire qu'il est là pour permettre aux activités de se réaliser le mieux possible. Il faut que les affaires se font, il faut que les écoles fonctionnent, les universités, la santé, tout. On parle de rôle régalien de l'État. Exactement. Donc maintenant, si vous avez des gens qui ne font absolument rien au poste où ils sont, eh bien, il faut les éjecter pour les remplacer par d'autres. Mais malheureusement, on remarque au niveau de la société même, mais c'est là, je pense, que le problème se pose. Est-ce que ce que nous avons, des directeurs généraux, ministres et tout, est-ce que finalement, ils ne sont pas le reflet d'un mal plus profond qui est à l'intérieur de notre corps social? Parce que moi, c'est ce que je remarque en tant qu'écrivain, quand je fréquente de nombreux jeunes, tout et tout. Par exemple, des jeunes qui ont étudié, qui vont à l'étranger, qui reviennent. Et là, on parle avec eux, finalement, tu as l'impression que eux tous sont seuls dans la tête. En fait, le pays profond ne les intéresse pas du tout. Pour les intéresser, c'est joindre nos jobs. Joindre nos jobs, faire comme. Ça veut dire que c'est la petite bulle personnelle. Mais il n'y a aucune pensée pour l'autre. Aucune pensée pour les autres. Aucune pensée pour le territoire où ils sont, pour l'espace où ils sont. Rien. C'est uniquement centré autour d'eux-mêmes. Donc, en fait, ce qu'on appelle la nation, est-ce qu'on pense qu'on soit vraiment un pays? Est-ce qu'on pense qu'on est vraiment un pays? Bien sûr, tout le monde a chanté « Vive Haïti », Bagdad, etc. Mais finalement, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour faire quelque chose. Parce que l'individu lui-même, il ne pense qu'à ses propres intérêts. Il y a une division sous nos pays. Il y a une division sous drapeau pays. Il y a une division sous délimitation géographique pays. Il y a une division sous tout le pays. Donc, alors, donc, en tant qu'écrivain, certainement, on vit ces crises très, très mal. Parce que, premièrement, moi, j'ai vu venir. On a été impuissants. Et, à un certain moment, on espérait. Chaque fois, on espérait. On avait toujours, on se disait, on pouvait faire quelque chose. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on se demande dans quelle mesure on peut faire encore quelque chose. Moi, je pense qu'on peut faire encore quelque chose. Mais sauf que le mal empire. Et si le mal empire, c'est encore plus difficile de faire quelque chose. Donc, j'écris, c'est vrai que dans ces périodes de crise, on dit souvent que ça peut booster la création.
Et je me rappelle que pendant le coup d'État de 91, j'ai fermé comme pendant un mois pour me écrire en octobre d'Elianise. Et c'est vrai que ces situations de crise souvent te boostent l'inspiration, tu trouves énormément de choses à dire, tu as une colère, une souffrance en toi qu'il faut écrire en pile bagaille. Mais en même temps, ça peut te bloquer. En même temps, ça peut te bloquer parce que ce que tu vois, ce que tes sens te donnent, il est trop pour. Il est trop pour. Tu te sens dépassé par les événements. Exactement, tu te sens dépassé par les événements et c'est ce que je vis un petit peu actuellement. Quand on voit la souffrance de cette population, quand on voit le désespoir de cette population... On va même causer, mettons, mot sous lit. Non, ou pas foutre mettre ton mot sous lit. Et puis, tu as l'impression que ceux qui sont censés là pour aider les autres, nos dirigeants, tu as l'impression, je ne dirais même pas qu'ils sont aveugles. Moi, je dirais que c'est à la fois de la méchanceté doublée de l'ignorance. Parce que il faut être méchant pour ne pas comprendre ce que les gens sont en train de vivre au quotidien. C'est pas parce qu'on même ou dans Tiboulou ou dans cortège ou bien combien sexisme, machine, etc. Ce qui est totalement stupide. Bon, demandez si on va gêner. Demandez si on va gêner quand tu vois un premier ministre dans un cortège avec combien de voitures, de jeeps, avec ça. Mais est-ce que n'est pas gêné? Est-ce qu'il n'est pas gêné? Est-ce qu'il n'a pas honte? Parce que comment ne pas penser à l'autre? Comment ne pas penser à l'autre? L'insécurité dans laquelle vivent tous ces citoyens. Tu vois? Donc, bon, voilà. Donc, non, on vit très mal cette crise. Moi, personnellement, j'écris très peu ces jours-ci. Je réfléchis beaucoup et c'est vraiment la première fois où je me trouve dans cette situation. On vous connaît comme un écrivain extrêmement prolifique. Prolifique, au contraire, c'est la première fois où je me trouve dans cette situation où j'ai l'impression, c'est pas que je n'ai rien à dire, mais on a l'impression d'avoir tout dit et tout ce qu'on a dit n'a servi à rien. On est pratiquement dans l'indicible. Exactement. Non, mais c'est le fait... On a l'impression d'avoir tout dit, mais sauf que, à quoi ça sert tout ce que tu as dit? Mais en même temps, et quand je rencontre des jeunes qui ont lu vos livres, qui peuvent discuter avec vous de vos livres, des thèmes de vos livres, tout et tout, tu te dis quand même, et je n'ai pas prêché dans le désert. Il y a quand même des... Il y a un espoir. Il y a un espoir. Certains grains ont quand même tombé quelque part. Absolument. Et pourront fleurir demain. Oui. Alors, vous avez soulevé deux aspects là qui intéressent. Premièrement, le fait que, on t'a dit tantôt que vous êtes un auteur qui habite dans le quartier populaire. Est-ce que vous pensez, première question, et sur l'aspect ça alimente ton œuvre, le fait de côtoyer des gens populaires? Est-ce que ça t'inspire des personnages? Beaucoup. Et l'expérience que j'ai faite, Samy, et en 2 ou 3 fois, je suis, parce que j'habite aussi maintenant à Jacmel, à Terre-Serre, entre Jacmel et Kabik. En plusieurs fois, je ne pouvant pas aller dans ma voiture, j'ai pris le transport en commun. Oui. Et je trouve fabuleux ce qu'on écoute, ce qu'on voit quand on est en transport en commun. Ce qu'on entend, le ressenti des autres. Et je me dis que quelqu'un qui passe sa vie dans sa belle petite voiture avec vitres fumées, qu'est-ce qu'il sait de la réalité du pays, de ce peuple? Alors je me dis quelqu'un qui est ministre, un haut fonctionnaire, qui a passé 10 ans, bon, des fois, il n'y a pas même qu'on pris un gallon de gasoline parce que c'est fiche gaz. Le type circule toujours dans sa belle petite voiture, il rentre dans sa petite bulle. Qu'est-ce qu'il connaît de la réalité de ce pays?
Bon, malheureusement, on ne peut pas le mettre dans une constitution. Moi, je tape exiger. On paye qu'en Haïti, un ministre, au moins une fois par mois, chaque semaine, il prend on tape un transport en commun. Pour le cas qu'on ait ça qui passe dans la rue, vraiment. Non, mais écoute, j'apprends énormément de choses comme écrivain. Le ressenti, ce que je vois, ce que je ne les aurais jamais vus, ressentis si j'étais en voiture. Contrairement à d'autres peuples, par exemple, vous prenez un bus dans la rue New York ou bien Boston ou bien ce n'est peut-être pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On a l'impression qu'on a parlé ni communiqué. Exactement, ce n'est pas la même chose. On n'a pas besoin qu'on ait un bout à Bordeaux. Du tout. On n'a pas besoin qu'il y ait une relation à avoir pour traiter de sujets et dans les camionnettes et dans les tap-tap. Et c'est pour ça que c'est un endroit qui a un pile de sujets à traiter. Et c'est pour ça que j'ai écrit mes 2 recueils de nouvelles, Histoire entendue ou vécue dans un tap-tap. Donc, oui, le fait de vivre dans un quartier populaire, mais c'est pas seulement le fait de vivre dans un quartier populaire. Et blague ça. Moi, je descends dans la ville et puis je passe des caïmères. Et puis, je regarde mon moto traverser. Je me vois des motos. Moi, c'est vous-même qui des motos avec un bec dans l'eau. Je me dis, mais ça, il a fait des motos, ça. En fait, ça, c'est parce que moi-même qui prends moto, tout, de toute façon, et ou pas toujours une disponibilité véhicule. Des fois, il est préférable même qu'on circule à moto que dans très dangereux, très dangereux, malheureusement. Par contre, survivre ça, chauffeur moto, toujours une histoire à raconter. Oui. Il y a toujours un phénomène qui est passé. C'est-à-dire que nous sommes un peuple qui n'est pas d'accord que l'autre là et puis ignorer. Nous toujours pour aller vers l'autre là, nous toujours en relation avec lui. C'est impossible que ou les Haïtiens indifférents. Dès pour là, il faut que qu'on qui est souillé, il faut que parle avant, il faut que raconte des bagages, il faut que vive. Et des fois, il y a des gens qui habitent dans les quartiers UP, et puis après ils sortent, ils vont parler avec nous dans la zone, etc. Tu vas t'étonner de te rendre compte que les gens dans la zone ne vont pas jamais parler avec eux, tout ça qui passe là. Oui. Parce que quand même, ce qu'on va faire, on va pas passer au servante qui sortit dans Saint-Euro, on va pas passer au gardien qui sortit dans Saint-Euro, on va pas passer au sécurité qui sortit dans Saint-Euro et qui va rapporter tout ça tout ça entendez et en bien comme en mal. Claire. Et l'on pensait que on pas vivre avec nous, mais on connaît très bien, on connaît toute réalité. Claire. Donc la crise, on la vit. On la vit très très mal. C'est vrai, on dit souvent que l'écrivain doit être un témoin. Mais un gars, vous pas peur pour dire que vous êtes un écrivain populiste, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'aime même pas qu'on dise que je suis un écrivain populaire, populiste. Simplement, je suis un écrivain qui se dit. Je me dis, ça veut dire que je suis dans un lieu, j'ai grandi dans un lieu, je suis dans une ville. Je suis avant tout dans une ville que je connais très très bien, que j'ai arpenté depuis l'âge de 13-14 ans, je connais ma ville très bien. Quand je descends maintenant, par exemple, à la Grande Rue, et quand je regarde ce que la Grande Rue est devenue, ça me fait très très mal. Les mots qu'on n'aime pas qu'à Bel-Air, mon cher, ça me fait extrêmement mal. Donc, je suis d'un lieu, donc c'est normal que mes personnages, en majorité, existent dans ces lieux. Donc, bon, maintenant qu'on dise que c'est un écrivain populaire ou populiste, c'est bon, on peut dire ce qu'on veut. Mais moi, je m'exprime. Je m'exprime. Je suis plongé dans ma ville et j'assiste à la dégradation de ma ville. Par exemple, dans un de mes romans, Le Cercle des époux fidèles, c'est aussi une crise, cette dégradation écologique. Par exemple, quand j'étais chez moi et à Carrefour-Feuille, alors je l'ai raconté, quand il y avait des pluies, quand tu voyais ces trompes d'eau descendre de la montagne du bon hôpital qui était ouvert, et tu voyais ces trompes d'eau arriver, c'était un spectacle féerique. Maintenant, tu ne vois plus cette trompe d'eau, tu ne vois qu'un tapis de béton sur le bon hôpital. J'ai assisté à cette dégradation. Donc, je pourrais le dire, ça c'est une crise perpétuelle, cette dégradation écologique. J'ai assisté à cette dégradation écologique, donc je l'ai écrit. Ça m'a fait mal, tu vois. Donc, mais c'est peut-être l'écrivain,
on a certainement beaucoup plus de sensibilité que les autres. Donc, certainement, les crises nous touchent beaucoup plus. Et ces crises nous font mal, ces crises nous déchirent. Et puis, ce qui est le plus grave, c'est l'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, l'impuissance, c'est terrible, c'est difficile à vivre. Tout à l'heure, on a évoqué la question de précarité, qui fait que vous parlez de jeunes qui sont étudier à l'étranger, qui viennent, leur discuter avec vous. Mon seul objectif, c'est d'entrer dans l'administration publique là pour un job et puis essayer de regarder comment ils peuvent sauver le primum, vivre, manger, le boire. Et ce qui est le plus grave, attends, ce qui est le plus grave, il faut voir qui sont leurs modèles. Leurs modèles, ce sont ces politiciens qui ont réussi bien vite, ces journalistes qui ont réussi bien vite, ces sénateurs qui ont réussi très très vite. Donc leurs modèles, ce sont ces gens. Et alors je dis toujours à cette personne, il faut faire très attention. Vous parlez de corruption souvent en Haïti, mais il y a plein de jeunes. Essayez de voir qui sont leurs modèles. Vous allez être étonnés. Ces gens que vous qualifiez de corrompus, ce sont les modèles de ces jeunes. Et c'est ce qui est le plus grave. C'est ce qui est le plus grave. Oui. Non seulement ça, et maintenant d'autres, est-ce que, bon, situation de précarité, ça, parce que l'on pays bloqué, une économie qui était déjà assez rabougrie et a dépéri au fur et à mesure, donc on vient plus de monde qui tombé dans la pauvreté, et donc société a globalement vient plus pauvre. Je suppose que les écrivains autour, ils sont appauvris. Ah non, c'est Comment certain. vivent les écrivains? De quoi vivent les écrivains? Bon, en général, beaucoup d'écrivains, ils ont un autre métier. Okay. Il y a des gens qui sont médecins, diplomates, tout et tout, qui écrivent. D'ailleurs, même à l'étranger, souvent la plume ne nourrit pas son homme. C'est vrai qu'il y a certains écrivains qui vendent 100, 200, 300 000 exemplaires, mais ils ne sont pas nombreux. Et dans certains pays... Surtout, on peut le faire dans une période et puis dans une autre période. Exactement. On ne vend dans certains rien. pays, tu as l'État, tu as le ministère de la Culture qui a tellement d'activités, les mairies, les institutions, les festivals, tout et tout. Des ateliers qui font des que les résidences écrivains... d'écriture. Plein de choses qui permettent aux écrivains de vivre. Bon, moi, souvent, on me pose cette question, est-ce que je vis de mes romans? Bon. Absolument. Il y a plein de gens qui pensent que tu es plein aux astres parce que parfois tu voyages, tu publies tout et tout. Mais bon, effectivement, moi, j'ai toujours dit, j'ai surtout vécu de mon écriture par rapport aux activités connexes à l'écriture. Par exemple, j'ai créé j'ai fait beaucoup de feuilletons radiophoniques, j'ai créé beaucoup de feuilletons d'éducation civique, j'ai fait de la publicité, j'ai fait de l'éducation civique. Souvent, on me demande des consultations, surtout sur les problèmes d'éducation civique, éducation citoyenne, tout et tout, parfois pour les scénarios de films. Il y a justement, par exemple, un groupe à Miami qui m'a demandé un scénario, je ne dirai pas le sujet. Donc, bref. Et puis ensuite, bon, je suis aussi un professeur à l'université. Donc, on fait un tas de choses qui sont connexes à l'écriture. Donc, on ne vit pas uniquement de ces romans. Si je comptais uniquement sur mes romans pour vivre, je serais vraiment... Tu vivrais dans la crasse. Dans la crasse. Donc, vous vivez entre Port-au-Prince et Jacmel? Actuellement, je vis entre Port-au-Prince et Jacmel. Donc, quand les messieurs Matissot, un petit passage. Un petit passage, on essaye. C'est pour ça que vraiment, je me sens très, très concerné, pas seulement par le fait que j'habite que je passe une partie de mon temps à Jacmel, c'est quand je vois un département qui est en train de décrépir parce que justement, cette voie de communication est bloquée. Et ce n'est pas seulement le sud-est, c'est également le sud, c'est la Grande-Anse, c'est tous ces départements qui vivent très mal parce que quand les marchandises ne passent pas, quand les citoyens ne peuvent pas même aller dans des funérailles, ça crée énormément de frustration et un État ne peut pas fonctionner comme ça. Si vous avez des dirigeants qui ne peuvent pas résoudre un problème aussi important, pour moi c'est un problème de sécurité nationale, dans n'importe quel pays, une voie de communication qui relie plusieurs départements ou pas qu'à gérer tout ça, mais à le faire autour, on l'autre monde gérer question. Mais cette comédie,
on ne peut pas être tout le temps dans cette comédie. Vous ne pouvez pas foutre le camp, donner la place à quelqu'un d'autre ou bien à d'autres citoyens qui peuvent résoudre la question. Non, mais définitivement. Alors, Gary, un aspect dans le débat qu'on fait aujourd'hui, c'est possibilité, j'ai dit dans l'introduction, c'est réalité haïtienne, c'est que l'homme a fait métier d'art ici, ou bien qui est artiste, des fois ou musicien, des fois c'est des artistes très connus, des écrivains aussi, et des cas aussi célèbres que vous-même. Là, il y a un problème dans la société, ou ouais que on frange dans la société qui a tant de monde ça, qui a tant de ça dit. Donc on sollicite leurs paroles, il y a tant de propositions. Est-ce que vous pensez que, j'aime te dire dans l'introduction à l'émission ça, que un écrivain haïtien, c'est nécessairement et avant tout un écrivain engagé? Bon, je suis gêné pour me dire qu'un écrivain doit être nécessairement engagé. Un citoyen doit être nécessairement engagé. Alors, j'ai toujours appris une série de monde qui politique pas intéressé. Les politiques pas intéressés, mais quand vous voyez vous voyez l'école, vous voyez dans le kindergarten, vous voyez dans l'école, elle finit dans l'école, côté pour l'aller. C'est pour aller dans la faculté, ou aller dans le marché. C'est pour aller acheter du riz, poids. Eh bien, qui est-ce qui détermine le fonctionnement de tout bagaille ça, les prix, tout et tout? Mais c'est le politique. Sous pas l'État, un gouvernement qui peut jeter un coup d'œil, même sur kindergarten, côté Timonale, sur l'école, sur la faculté, etc., pour la faculté fonctionner, pour le cafétéria, pour une bibliothèque, pour un bon professeur, pour un bon système éducatif, pour un courant, pour une route. Donc, cela dit, ça arrive, les gens qui disent ça, petite livre à VVC, mais c'est clair, ouais, donc, un citoyen obligé à engager, parce que c'est la vie. Parce que si on dit ça, politique pas intéressant, il doit même les respirer, c'est pour payer. Donc, un citoyen obligé à engager, forcément, parce qu'on va vivre dans une communauté, donc ça veut dire qu'il y a intérêt pour tout le marcher bien. Tu vois, donc, ça veut dire qu'un citoyen est obligé d'engager. Et or, un écrivain est forcément un citoyen. C'est un citoyen qui est écrivain. Donc, ça veut dire, en tant qu'écrivain, tu vis les problèmes de ta communauté. Donc, de toute manière, même l'autre a dit que tu n'es pas engagé, tu ne veux pas être engagé, forcément, dans ce que tu écris, dans ce que tu écris, il y aura quelque chose des problèmes de ta communauté. À moins que vraiment tu vis totalement en apesanteur, par contre, où tu vis dans une bulle, où tu n'as jamais sorti, tout et tout. Donc, comme dirait ça dans Qu'est-ce que la littérature, dire la réalité, et c'est aussi le dénoncer. Oui, exactement. Dès que tu dis la réalité, tu le dénonces forcément. Donc, il y a engagement. Un écrivain peut s'engager politiquement, directement, mais en même temps, et sans engagement politique direct, il peut dire énormément sur sa communauté, sur sa société. Donc pour moi, l'écriture, forcément, c'est une expression qui a forcément à voir avec le politique. Même si tu parles des relations entre hommes et femmes, forcément, il y a encore du politique. Il y a forcément du politique. Tu vois, quel que soit ce que tu parles, il y a forcément du politique. Donc, l'écrivain, il est quand même quelque part en train de dire son temps, en train de dire sa réalité. Forcément, il dit son temps, il dit sa réalité. Donc, il le dénonce. Il le dit, il le dénonce. Mais ou même ou aller plus loin, ou pas seul écrivain qui tentait de faire ça, nous avons recevoir Lionel Trouillot dans l'espace ça là, qui était quand même très impliqué dans la crise là, qui a fait des propositions, qui a fait des réunions à travers des structures qu'il crée, mais ou même aller plus loin que le simple fait d'un engagement citoyen et à travers ton art et ton œuvre, et dans dénoncer dans écrit et de textes qui quand même parlaient de réalité.
et ou aller plus loin jusqu'à t'engager même dans des structures politiques. Oui, oui, moi je suis allé plus loin, c'est aussi par rapport à ce qu'on a vécu. Par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport au choc. Par exemple, moi je dis toujours, j'ai vécu un choc très tôt. C'est la découverte de la fracture de ce pays. J'ai vécu dans une famille de classe moyenne relativement aisée jusqu'à l'âge de 16-17 ans, 18 ans. Avec, bien sûr, je connais Port-au-Prince un petit peu, tout et tout, mais en force protégée. Et puis, 19-20 ans, je me rappelle mon premier choc, 10 jours dans une famille paysanne, dans Tête-Monde, Miragouane, zone Salayac. Et je découvre un pays que je ne connaissais pas. Je découvre des gens qui vivent dans une situation pratiquement abjecte. Je découvre un jeune garçon de 6 ans qui est obligé de faire une temps et demi à marcher avec un bouquin dans la tête pour aller chercher de l'eau. Tu me parles de tes 20 ans, alors j'avais 20 ans quand je découvre ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de 30 ans. Exactement. Donc ça a été une fracture, donc ça m'a bouleversé d'avoir découvert cette fracture. On ne m'en avait pas parlé. Pas de connaître. Pas de connaître que tu es l'autre pays dans l'état ça, tu vois. Et ça m'a bouleversé. Tu es grandi dans une bulle. Une bulle dont tu as parlé tout à l'heure. Exactement. Donc ça m'a bouleversé, ça m'a frappé. Et très tôt, mon écriture s'est nourrie de ce choc, tu vois. Le fait d'avoir découvert, mais ça a été raconté là. L'histoire qu'on m'a racontée, là où j'ai vécu, mais il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est la vraie réalité. C'est la réalité de la majorité. Vous allez nous compte que ce que tu as vu là, des minoritaires. Totalement, totalement. Et ça a été un choc. Et toute mon écriture reflète ce choc, tu vois. Donc ça dépend aussi du ressenti de l'individu. C'est ce qui m'a aussi porté à un certain moment, parfois, comme tu dis, d'essayer de m'approcher de la sphère politique, essayer de m'engager. Tu travailles dans l'État ou dans le Conseil électoral provisoire. Mon travail dans l'État, c'est tout à fait normal en Haïti. Oui. En fait, on connaît des écrivains qui n'ont pas fait expérience ça du tout. Oui. Moi, je l'ai fait. Bon, écoute, quand même, j'ai fait des études d'agronomie. Là, on finit forcément dans l'État pour le travail. Oui. Donc, tu es dans le Conseil électoral provisoire, côtoyé le Parlement. Oui. Tu as été quand même dans... J'ai été très proche des politiciens. Et j'aimerais bien un jour écrire sur cette expérience, tous les hommes politiques que j'ai rencontrés, que j'ai approchés, que j'ai observés. Et on l'aime d'ailleurs qu'on livre sur ce que j'ai vécu, ce que j'ai rencontré, ce que j'ai entendu surtout. Oui, en fait, d'une manière littéraire et non à la manière Onigilo. Non. Nous saluer des parlis. D'une manière plutôt littéraire. Donc, entre-temps, Onigilo lui-même, il traversait que nous saluons. Oui, on salue ça même. C'est un écrivain assez prolifique, tout, mais qui a fait une forme de littérature un peu particulière et spéciale dans le pays, qui a raconté les événements au quotidien. Exact. Son bail qui a une valeur intéressante dans la mesure où son faute de journalisme actif que vous faites fait. Oui. Donc, dans le dernier moment là, vous êtes engagé auprès de MTV Haïti, qui c'est un nouveau mouvement pour la transformation Haïti, aurait généralement mouvement troisième voie. Donc, comment l'expérience l'a continué ou bien qu'est-ce que se trame de ce côté-là? Bon, c'est toujours difficile pour un écrivain de s'engager, d'être dans un mouvement politique, un parti politique, parce qu'on tient toujours à, je pourrais dire, à sa liberté. On a toujours l'impression que quand tu es dans un parti politique, tu es forcément bridé, il faut accepter les directives, tout et tout. Mais pour moi, ça a été une expérience assez intéressante, surtout qu'au niveau du MTV, il y a... Vous dites ça a été? Non, cela a été... Non, c'est toujours une expérience intéressante parce que quand même, au MTV, il y a énormément de voix, il y a énormément de discussions, il y a énormément de points de vue, il y a bien sûr certains points de vue qui sont en général majoritaires, il y a parfois d'autres points de vue qui sont minoritaires, ça se passe
comme dans tous les partis. Mais bon, ce que je peux reprocher, bon, écoutez, c'est encore ma liberté, ma liberté d'expression. Il y en a qui vont dire, oui, mais tu es au MTV, pourquoi tu le dis? Moi, ce que je trouve, moi, je pense que le MTV aurait dû se démarquer un petit peu de cette mouvance traditionnelle haïtienne au niveau de la politique. Et jusqu'à présent, on n'a pas réussi à le faire. On est resté à la traîne de tous ces autres partis politiques, même pendant toute la période du LOC, etc. On n'a jamais pu faire quelque chose d'autre. Pour moi, le MTV devrait être vraiment... Il faut beaucoup de courage pour faire ce que tu absolument. fais là. Pour moi, le MTV devrait vraiment être la troisième voie. Et ce n'est pas encore le cas. Pour moi, ce n'est pas encore le cas parce qu'on est encore à la traîne de toute cette mouvance politique traditionnelle. Et parce que, justement, la population haïtienne, elle attend autre chose de ces politiciens. Elle attend une autre analyse. Elle attend des gens qui disent ce qu'elle est en train de vivre au quotidien. L'attend au monde qui dit comme ça, qui comprend le monde qui parle dans le studio, ça, monde ça va passer. Monde qu'on arrive là dans la station de stade là, il y aurait été 6 heures de temps dans le bus, puis on connaît est-ce qu'il y a qu'à traverser. Il y a des gens qui ont crié qui besoin dans le funérail ou pas dans le funérail. Moi, je pense qu'une troisième voie, ça devrait être ça. Il y a des gens qui ont besoin de l'hôpital. Qui ont besoin d'aller à l'hôpital. Il faut et même qu'on mourir sur route là. Exactement. Donc, il faut qu'il y ait des gens qu'on sent proches de cette population. On ne doit pas seulement voir le pouvoir pour le pouvoir. Il faut qu'on soit proche de cette population qui est souffrante. Et je crois que c'est là que devrait aller le MTV. Au lieu de verser dans des discours, je ne sais pas, on va upgrade le pays, nous allons, des discours qui me paraissent semblables aux autres. Hein. Exactement. Donc, bon, moi, c'est ma position. Et je pense que c'est tout à fait normal dans tout parti. Et c'est pour ça que je dis, je suis quand même une expérience intéressante d'être au MTV, c'est qu'au moins au MTV, il y a différentes voix. Ça veut dire, on discute, on s'assied, et il y a une ambiance de débat. Il y a une ambiance, il y a une ambiance de débat, etc., qui fait que je trouve que c'est quand même une très très belle expérience, tu vois. Il y a Yannick Laens qui souvent lui-même réfléchissent. Il faut une nouvelle offre politique à ce pays. C'est ça, justement. Et on a l'impression qu'on n'a pas encore cette offre politique. Et pour avoir cette offre politique, il faut être proche de cette population. Exact. Il faut être proche parce que mais les gens sont en train de souffrir au quotidien. Mais tu as l'impression que tous ces partis politiques sont seulement intéressés au pouvoir. Il n'y a pas de accord de ceci, de cela, de bonnes bagailles. Mais qu'est-ce qu'ils disent de cette population de Bâtissa? Qu'est-ce qu'ils disent pour cette population de quoi des bouquets? Qu'est-ce qu'ils disent en général? Quand tu parles aux gens, les vrais gens, c'est-à-dire les gens faisant partie du peuple, de l'arrière-pays, on n'a pas l'impression que y a une dynamique d'opposition politique, de groupe politique. Pour eux-même, le monde politique n'en fait qu'un. C'est là le problème. Oui, c'est le problème. Donc, eux-mêmes, il n'y a pas MTV, il n'y a pas André Michel, il n'y a pas Ariel, Jovenel, etc. Il y a du monde politique. Le monde politique pour eux-mêmes, c'est un seul. Donc, c'est pour ça que... On les comprend. On les comprend parce que ils sont seuls. Ils se sentent abandonnés. Les gens se sentent abandonnés. Et pour moi, c'est ce qui est le plus grave, qu'une population se sente abandonnée. Et maintenant, les gens ne se rendent pas compte du danger. Quand une population se sent aussi abandonnée, bien sûr, certains politiciens pensent « Ah, on est tranquille, cette population est zombifiée. » Non, quand des millions de personnes se sentent ainsi abandonnées, on ne sait pas ce qui peut arriver.
le jour où il y aura une explosion, Oui. qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Donc, on s'en fout. On est dans ces... À la suite de 6-7 juillet 2018, nous avons fait un texte qui était paru dans le National, qui était brûler l'État. Et quand nous avons expliqué, à un moment de la durée, les jeunes, ça, lui-même, qui pas un papa, qui levé dans la rue, sous champ de masse là, qui connaît toute forme d'adversité, qui bataille contre le froid, elle fait fret, contre le chaud, elle fait chaud, et puis qui gagne toute qualité et attaque que l'a subi dans la rue, l'autre jeune qui a abusé, le grand monde qui a abusé, l'oblige à dormir avec souliers dans la tête pour l'autre pas prendre l'emmène, donc il toujours un gourmet, il y a tchac il y a couteau, etc. Un jeune comme ça qui, depuis son enfance, a fait face à des adversités. Qui a l'arrivée à 17 ans, qui a une colère, une violence que l'a accumulée au cours de tout le temps ça, elle va l'exprimer violence ça, pas dire que il va dire ah monsieur c'était Petro Challenger, monsieur pas la donne. Ah monsieur son qui te fait ville paisiblement avec écrit roman, il pas la donne, on va pas faire la différence. On va tous quoi et délivrer nous mourrons tous. Exactement. Et c'est là le grand danger. Et c'est là le grand danger. Et quand je vois justement tous ces gens dits de l'opposition, etc., qui sont dans ces trucs de je ne sais pas quoi, de compromis, tout et tout, moi je dis qu'ils sont fous. Ils sont des fous. Ils sont des méchants et des fous. Des méchants et des fous. Parce que dans l'état, dans ce que ce pays est en train de vivre, il faut avoir du courage d'aller autre part. Il faut avoir le courage de prendre des décisions. Il faut avoir le courage de se mettre avec cette population pour faire quelque chose d'autre. Il faut avoir le courage surtout de se démarquer de ces étrangers. Parce que quelque chose qui m'a beaucoup choqué, Samy, dans ma petite expérience au niveau politique, c'est d'entendre tous ces politiciens, Abdou, ou une attendent élection de Joe Biden pour nous faire un bagaille. Non, mais c'était de la stupidité, de l'ignorance et de la bêtise avec un grand B. N'attend Joe Biden, après l'élection de Joe Biden, les choses vont changer. Mais c'est incroyable. Faut que Etienne dirait c'est de la cocobéance intellectuelle. Mais totalement. Alors imaginons un monde qui a fait politique, qui compte politique et puis qui a fait des bêtises, l'élection de Joe Biden. Mais Joe Biden, président, ça crivé. Non, mais c'est... Vous ne faites pas, la réalité n'a pas changé. Non, du tout. C'est la même politique américaine vis-à-vis d'Haïti. Elle n'allait jamais changer. Ça veut dire que pour politique américaine n'a changé vis-à-vis d'Haïti, c'est s'il t'a en un pays, dans l'autre mouvement sérieuse, il y a d'autres idées, il y a d'autres gens qui s'engagent, et puis ça d'autres gens décident d'encadrer cette population. Et Gary, la politique américaine en Haïti, et moun a dénoncé que le peuple a refusé, on a l'impression que l'actuel gouvernement américain est en train de les réinstaller et aux commandes, surtout avec la nomination de certains Kenneth Merton comme chargé d'affaires. Mais si on se met du côté américain, tu fais l'expérience, tu te mets du côté américain, qu'est-ce que tu as en face de toi pour faire quelque chose? Personne. Eh bien alors, si tu te mets du côté des Américains, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Quel choix ont-ils? Parce que les Américains sont très pratiques. Ouais. Quel choix ont-ils? En fait, qu'est-ce qu'ils vont dire rapidement? Ils vont faire un balayage de actes qu'il a. Ils vont dire, bon, en fait, ce sont les mêmes depuis 25 ans. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, n'importe là-dedans, c'est la même chose. Bon, maintenant, ce qui est quand même, je pourrais dire, extrêmement... Alors, c'est là qu'on revient à notre impuissance à nous. C'est qu'on, je me dis constamment, on critique. On s'installe dans la position du critique. Ouais. On critique. Justement, maintenant que faire? Maintenant que faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons faire. C'est là la question.
Que peuvent les écrivains à part écrire? À part écrire, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, les citoyens, de toute manière, on est quand même, on a deux postures, la posture de l'écrivain et la posture du citoyen. Qu'est-ce qu'on peut faire à la fois comme citoyen et à la fois comme écrivain? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est la J'ai grande. l'impression que l'écrivain a déjà fait son travail, vraiment. Ouais, bon, peut-être que l'écrivain a déjà fait son travail. Maintenant, comme citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que, comme citoyen, ensemble, on peut faire? Parce que de toute manière, un citoyen tout seul ne peut absolument rien faire. Au moment où le statut d'écrivain était intéressant dans une situation de crise comme ça, c'est dans le moment que notoriété écrivain te voulait dire quelque chose encore. Mais je ne dis, on n'a pas l'impression que si Gary Victor tombe bagay là et que moun qui t'a fait bagay là pour tempérer. Longtemps, on a l'impression que les gens qui ont fait dans la société, il y a des gens qui parlent. Même côté, un monde qui au même t'a fait là, il dit ah, Gary Victor parlait, ben nous retracter. Dans le moment ça là, nous avons l'impression que il n'y a plus une parole qui soit autoritaire, qui soit mais attends, c'est là morale et valable dans ce pays. C'est là qu'on revient à la question de la presse. Et je me rappelle dans un temps, quand il y avait par exemple une parole ou bien un article qui sortait dans un journal quelconque, la plupart des stations de radio, ils relayaient ce qui avait été écrit. Et c'était une pratique générale. Mais maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans ce pays, un égoïsme intellectuel doublé d'une certaine bêtise qui fait que si Samy Janvier, dans son émission John Bel Bagaille, la difficile pour elle, ou l'autre station de radio dit ah, moi je suis dans l'émission de Samy Janvier, voilà ce qu'il a dit. Et il y a un monde qui a un bel article là, mais ça le dit. Il y a une attitude, pas by l'autre pour ne passer sous. Oui. Gon course à l'audimat. Exactement. Tout le monde besoin de populaire, tout le monde besoin de faire view, tout le monde besoin de faire... Exactement. Ça veut dire qu'on ne relaie pas l'autre. On ne relaie pas les bonnes paroles. Et je crois que c'est un bagage qui est extrêmement grave dans une société. Aux États-Unis, un article paraît dans un journal. Ou après toute presse américaine doit relayer. Tu vois? Et en citant le journaliste, mais en Haïti, on ne le fera pas. Il a dit c'est ça, mi m'a baillé, monté, il n'a pas fait. Et c'est un problème très très grave. Et pire même, et peut-être que là, nous sommes capables de... Il y a certains médias dits entre guillemets traditionnels qui font le tout, mais les plus faits sous médias qui évoluent sur les réseaux sociaux ou bien qui évoluent complètement en ligne, et ils baillent bandit espace tout dans les médias. Bandi en vient tout nos acteurs qui pas seulement pas agir mais qui parler tout qui défendre position li. Et bandi tout yo même yo fait propre média par yo fait live. Ah oui, exactement. Donc on a là ouvrir dans l'autre contexte qui demandait peut-être de l'autre réflexe, qui demandait de l'autre attitude pour que monde capable arriver comprendre qui parole qui vaut la peine, qui parole qui pas vaut la peine. Oui. En tout cas, ce qui est le plus important dans cette situation, c'est de trouver d'autres paroles. Des gens qui disent, qui comprennent notre réalité, qui la disent, des gens qui sont vraiment proches de cette population, qui comprennent ce que cette population est en train de vivre et qui proposent des solutions. Parce que moi, je pense que cette population est prête à suivre un groupe qui pourrait proposer, qui lui parle. Qui pourrait proposer que faut sentir que mon n'a pas de lit. Oui, on met doit être souple, exactement. Bien comprendre ça. Exactement. Mais malheureusement, cette population, ce qu'elle voit, sont une série de monde qui a passé son série de cortège avec sirène, sont une série de nègres qui parlent dans l'accord, qui parlent négocier, puis on a un poste, puis on fait cob. Et tu sais, quand tu es en moto, une fois j'étais en moto, et puis tu as un cortège qui t'a passé, et puis maintenant, ça 2-3 chauffeurs moto a dit par rapport à monde qui est dans le cortège, c'est effrayant. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans ce pays, c'est effrayant. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas en sécurité. C'est effrayant ce qui est en train de
couver là. Ils pensent que c'est tranquille. Bien sûr, ils ont leur gang, ils ont tout, comme disait Marvel Nandin. Et on remarque que, on ne souhaite pas, mais on remarque que le kidnapping, l'insécurité ne touche pas certaines personnes à partir d'un certain niveau. Oui. On se pose la question pourquoi. Mais ce qui est en train de se couver là, il ne faudrait pas qu'ils pensent que ce qui va se passer sera quelque chose de bon. Il y a une réalité. Et cette réalité a sa propre logique. Et si on ne comprend pas la logique de cette réalité, on va le payer très cher. D'ailleurs, on commence par le payer, la logique de cette réalité. Quand on n'a pas eu de gouvernance, quand on a laissé ces quartiers, on a abandonné ces quartiers, quand on ne s'est pas soucié de tous ces jeunes qui sont au chômage, qui sont sans avenir, oubliés, sans éducation, oubliés, ou qui tournent en grand goût, eh bien, mais ça vaut. La réalité a sa propre logique. Et cette réalité développe encore sa propre logique. Et cette réalité va se retourner contre tous ces gens. Et ce qui est grave, c'est que ni moi-même ni avant, c'est nous-mêmes qui nous allons pas les premiers qui ont payé prix. Exactement. Exactement, parce qu'il y en a d'autres là, avant d'arriver chez eux, on doit fatiguer parce que c'est pour le monter monde. L'arrivée là, c'est un babelé, un chien, un drone, un âme. C'est nous-mêmes qui payons en premier. C'est pour ça que moi je dis souvent, nous, des classes moyennes, nous devons d'urgence nous unir et faire quelque chose. Parce que le jour où on va écrire dans le pays, c'est nous-mêmes qui apprenons. Oui, nous unir et faire quelque chose, mais surtout nous réconcilier à notre origine. Absolument. Parce que c'est nous-mêmes qui ça, nous sortis dans Saint-Yoa, maman, nous, ma tante, nos soeurs, nos cousines. Absolument. Parce que c'est nous-mêmes qui dans la zone populaire, qui dans le quartier populaire, pour nous suspendre la distance avec eux, pour nous retourner vers eux-mêmes, pour nous arriver construire et ensemble réponse ça qui est nécessaire. Absolument. Parce que c'est nous-mêmes. On te voit, on me voit, mais quand c'est de l'autre monde, pas ouais. Et ça, c'est ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait peur. Et c'est ce qui aurait dû nous faire à tous avoir peur pour que nous puissions nous engager autrement dans ce pays. D'accord. Merci beaucoup, Gary. C'est toujours un plaisir pour nous discuter. Merci. Donc, merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. D'accord. C'est la fin, mesdames, messieurs, de l'invité du midi. Nous sommes ensemble avec Gary Victor, écrivain et prolifique qui a succès à la fois national et international. Gary Victor, c'est surtout un écrivain citoyen engagé qui a vécu dans un pays libre, qui a vécu réalité, tout le monde vivant dans un pays. Nous sommes tenus à faire le parler aujourd'hui pour tout ça qui est en Gary parce qu'il est nécessaire à ce que nous entendions de monde vraiment qui comprend la réalité là et qui est capable de faire un message réconfortant mais aussi un message d'avenir et d'espoir. Nous disons tout le monde qui est branché, merci. On se donne rendez-vous à demain. Au revoir.